Interview que nous allons faire avec notre ami Philippe Béchade, qui est notre invité ce matin pour parler, bien sûr, Thierry Breton, Emmanuel Macron, défense européenne et un peu tous les sujets que nous avons évoqués. Je le fais rentrer. Bonjour Philippe. Bonjour Alexis. Tout va Bonjour. bien? Bonne année? Oui, oui. On peut encore se le Bonne dire. année à tous tes abonnés. Comment ça va en ce début d'année? Mais ça va, mais je sais plus où donner de la tête là. Franchement, entre les questions de défense, l'enterrement de la démocratie avec les grandes orgues, par diverses entités occultes ou pas, je ne sais pas. En tout cas, l'Europe ressemble de plus en plus à ce que Orwell a décrit dans 1984. Ouais. Ensuite, vous avez la censure, les gens qui quittent Twitter, mais qui le font savoir et qui d'ailleurs reviennent voir s'ils ont bien quitté Twitter ou Oui, si c'est assez drôle. on les félicite de l'avoir fait. De leur prestance, c'est vrai. Yannick Jadot, qui a annoncé avec pertes et fracas. C'est ensuite Marine Tondelier qui veut non seulement quitter Twitter, mais qui veut l'interdire en Europe, parce que c'est un réseau d'extrême droite. C'est Sandrine Rousseau qui a lancé une lettre à tous les sociodémocrates pour dire quittons Twitter tous ensemble, parce que moi toute seule j'aurais l'air conne, et donc il faudrait qu'on soit plusieurs. Ça me rappelle quand même, et je le disais en introduction, un truc, tu sais, l'ordre du temple solaire. La transition vers Sirius. Là, ils vont faire une transition vers Blue Sky, nous dit Marine Tondelier, mais ça ressemble à un suicide politique. Pourquoi quitter une plateforme quand on est politique qui permet de toucher des gens, des inconnus, d'avancer, d'animer le débat partout où c'est possible? Et pourquoi X maintenant Meta, puisque Mark Zuckerberg est devenu un dangereux réactionnaire pro-Trump, tout simplement pour son business, pas pour autre chose. Et pourquoi aller sur les médias des milliardaires? D'ailleurs, certains boycottent Bolloré, mais vont-ils boycotter Bernard Arnault et tous les autres? Comment ils vont s'en sortir, ces gens-là? Je sais pas, mais en tout cas, ça ressemble beaucoup à une espèce de gaminerie. Mmh. Oui, tu m'as dénoncé, alors je te parle plus. Ou tu m'as pris en flagrant délit de voler des trucs dans le vestiaire. Et ben, du coup, et ben, tu fais plus partie de ma bande. C'est à peu près de ce niveau, hein. Ouais. Après, aller sur les médias mainstream, ben, je pense que Marine Tondelier, par exemple, va se retrouver finalement en terrain ami. Mmh. Je viens de découvrir un sondage en Allemagne très intéressant concernant l'orientation politique des journalistes. Ah, Je ne sais pas s'ils ont interviewé tous les journalistes allemands, mais enfin, ce qui ressort, hein, de cette enquête, c'est que 52% des journalistes allemands se disent de sensibilité verte. Ils votent à 50% majorité. pour les Grünen. Ensuite, ils votent à 12% pour les sociaux-démocrates. Donc, ça fait déjà 64%. On est presque à deux tiers. Donc, de journalistes qui affichent clairement Mmh. les thèses écolo, réchauffistes, climato-catastrophistes, etc. Alors, loin de moi, bien sûr, l'intention de nier Attention à le ce que tu réchauffement dis, climatique. oui. Non, mais je peux d'autant mieux témoigner du réchauffement climatique, c'est que dans ma jeunesse, de mes 13 à mes 26-27 ans, j'ai fait beaucoup d'alpinisme et notamment j'étais un spécialiste de ce Mmh. qu'on appelle le mixte et je faisais également du ski de couloir au printemps, donc j'essayais Dans les glaciers, oui. d'inaugurer de nouvelles lignes, comme on dit, dans des couloirs glaciaires et je les ai Mmh. vus disparaître petit à petit, enfin entre 1975 et 1986, on était obligé de déchausser 300 ou 400 mètres plus haut qu'avant. Tous les ans, je faisais, ou j'ai fait d'ailleurs même jusqu'à des années proches, la Vallée Blanche. Donc là, pareil, maintenant on déchausse à 500 ou 600 mètres de l'escalier qui nous remonte au Montanvert. Enfin voilà, donc le Mmh. réchauffement est évidemment incontestable et indéniable. L'influence de l'homme là-dessus, par contre, j'en doute, puisque avec la fonte des glaciers, on retrouve des structures et on retrouve même du bois
déposés à plus de 2800 mètres d'altitude. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait du bois beaucoup plus haut qu'à présent. Et on retrouve même des adductions d'eau taillées dans la roche que les glaces viennent de libérer. C'est-à-dire qu'il y avait des hommes qui vivaient en haute altitude, notamment en Autriche. Ça veut dire qu'il y a eu des époques où il y avait quasiment plus de glace dans les Alpes. Donc, la planète se réchauffe, se refroidit, se réchauffe. Et évidemment, je suis C'est des cycles, bien sûr. à constater qu'il y a un réchauffement. Par contre, la propagande verte dans la presse allemande, après ça, on comprend mieux pourquoi les Allemands ont accepté l'arrêt de toutes les centrales nucléaires. C'est ça. C'est-à-dire que les écolos allemands tournent au charbon quand même. Et ensuite dénoncent le carbone. C'est incroyable. Derrière chaque éolienne qui ne tourne pas les jours d'anticyclone et les panneaux solaires qui ne délivrent rien quand il fait un gris uniforme, il faut, comme on dit, du pilotable derrière. Donc on a arrêté le pilotable décarboné pour remettre derrière du pilotable carboné, la fameuse image des gens qui chargent leur Tesla au charbon la nuit, parce qu'évidemment la nuit il n'y a pas de soleil et souvent il y a moins de vent. Donc c'est forcément des énergies alternatives, au mieux le gaz, au pire le charbon, et puis surtout on importe cette horrible électricité faite au nucléaire qui vient de France. Quelle horreur! Ouais, ça c'est un truc assez dingue. D'ailleurs, il y a un revirement total avec l'élection de Trump sur même les financiers, BlackRock qui quitte tous les fonds qui finançaient l'éolienne, les projets d'énergie renouvelable, etc. On voit qu'il y a eu un moment d'hypocrisie générale et très vite, que ce soit Total ou tous les autres qui se basent sur l'énergie fossile et qui ont financé un pan renouvelable, vont mettre ça de côté gentiment et retrouver leurs mauvaises pratiques. Il y a vraiment là un changement. Est-ce que l'élection de Trump, ça change aussi beaucoup de choses par rapport à ça? Et on va en parler aussi par rapport aux réseaux sociaux. Ça change évidemment beaucoup de choses. On le voit déjà, la démission de Trudeau, je pense qu'il a fait le calcul qu'à partir du 20 janvier, sa position deviendra absolument intenable. Il est malin quand même, parce que en annonçant sa démission, en fait, ça suspend les travaux du Parlement, ce qui veut dire qu'en fait, il se retrouve un petit peu comme un Macron se retrouverait avec un article 16, c'est-à-dire qu'en fait, il peut décider de tout. Hein. Donc attention à cette annonce qui a l'air qui ressemble à une capitulation en race campagne, et qui en réalité fait de lui quelqu'un de très dangereux. Hein. Il peut prendre des décisions totalement imbéciles et le Parlement canadien n'aura aucun moyen de les censurer. Hein, voilà. On a vu ce qui s'est passé avec le convoi de la liberté et les mesures totalitaires extrêmement rapidement mises en place sur la saisie des comptes bancaires des camionneurs. Hein. Oui, mais comme on a eu comme les passes sanitaires étaient inconstitutionnels, mais bref, il ne faut pas attendre du Conseil constitutionnel de défendre la Constitution. C'est quand même dingue ce qui se passe. Sur les réseaux sociaux, on en parlait et on va en parler longuement, c'est la panique. On a l'impression que le camp progressiste a décidé que la démocratie, c'était lui, et que c'était ses valeurs, et que à partir du moment où vous n'étiez pas d'accord avec les idées progressistes, vous étiez un dangereux criminel, quelqu'un d'extrême droite, un complotiste, un climato-sceptique, un pro-Poutine, etc. Et que le débat, donc, n'avait pas lieu d'exister. Et que pour sauver la démocratie, il fallait, évidemment, limiter les libertés. Mais jusqu'où ? Alors, en France et en Europe, on a des lois. Effectivement, on ne peut pas dire des propos racistes, homophobes, etc. sur les réseaux sociaux, pas plus que dans la vraie vie. Aux États-Unis, c'est plus flou. On peut aller beaucoup plus loin. Et cette guerre, en fait, des milliardaires américains, avec Elon Musk, maintenant Mark Zuckerberg, qui décident d'imposer le modèle américain sur le « allez-y et puis on verra », choque les leaders européens, mais de manière assez hypocrite, puisque plutôt que de dire qu'il y a des systèmes qui permettent aujourd'hui déjà de réguler la parole, de censurer des comptes qui iraient trop loin, et c'est le cas sur ces plateformes, il faudrait carrément les interdire. Qu'est-ce que ça dit en fait de ces gens-là ? Ça dit quelque chose qui est très très classique. Quand vous ne pouvez pas réfuter, quand vous êtes, comme on dit, pris la main dans le sac, la main dans le pot de confiture, la seule chose que vous pouvez faire, c'est faire taire celui qui vous dénonce. C'est ce que je disais en préambule.
ah bah tu m'as dénoncé, donc voilà, je quitte X, je quitte peut-être demain Insta, etc. parce que tu es complice du vilain délateur. Et puis alors là, on va dire, vient de m'avoir un exemple absolument scandaleux, l'ex-ministre de la Défense britannique qui protestait contre pourquoi est-ce qu'on a exhumé cette histoire, cette affaire du grooming, hein, des viols en réunion Ouais. en Angleterre. Mais pourquoi ressort-on ça maintenant? Et le même ministre de la Défense vient de se faire poisser dans une opération d'infiltration d'un réseau pédophile où il avait pris rendez-vous avec un gamin de 15 ans. Ancien député du Labour, hein, et Personne sous-secrétaire d'État à la Défense. 15 ans. Hein. Ouais, tout à fait. Et il y a une liste qui a été publiée aussi d'une vingtaine de responsables du Labour, anciens députés ou autres, pris dans des affaires pédocriminelles également. Visiblement, Musk s'attaque au Parti travailliste, s'attaque à la Grande-Bretagne, parce qu'il y a eu le meurtre des 3 fillettes, le fait que des Anglais qui ont posté des messages sur les plateformes se sont retrouvés en prison, et pour longtemps, et de se dire que finalement, ça va peut-être un peu trop loin, aller en prison pour des mots, alors que certains qui faisaient partie de ces gangs de grooming, hein, de pédocriminels, de prédateurs, n'ont eu que 6 mois de prison. Et là, ça choque évidemment l'anglais moyen, le français moyen, enfin, ça choque tout simplement. Et le fait de rappeler ça, apparemment, c'est quelque chose de grave, qui serait un danger pour nos démocraties. Non, mais Pourquoi ? là, ce que Musk a fait et qui passe pas du tout, c'est de rappeler que l'absence d'enquête pour ces affaires absolument horribles, Horrible. choquantes, c'était du pur clientélisme, hein, ne pas fâcher son électorat immigré, etc. Enfin, bon, je vais pas aller plus loin parce que je pense que la simple description des faits suffit à montrer à quel point ces politiciens sont pourris, mais quand je dis pourris, c'est jusqu'au fond de l'âme. Hein. Et c'est vrai que on n'aime pas être exposé parce que on a évidemment aucun moyen d'amoindrir on va dire le motif juridique d'être inquiété. Et aux États-Unis, ce qu'a fait Mark Zuckerberg, et qu'il a avoué dans une interview avec Joe Rogan, que je vous recommande, il a avoué que sous la pression, alors notamment du FBI, il a censuré énormément de faits qui étaient totalement véridiques durant Bien sûr. le Sur les Covid. effets secondaires des vaccins notamment, Du toute coup, cette parole-là était interdite. C'est terrible. voilà. Et du coup, c'est un viol manifeste du premier amendement, mais ça va plus loin parce que en accréditant en 2020 la thèse que le laptop d'Hunter Biden était une machination des Russes, il a largement contribué à truquer, à falsifier les élections présidentielles. Si on avait su Bien que sûr. Joe Biden et son fils accordaient des faveurs à des hommes d'affaires ukrainiens, etc. Mais Chinois également. une intelligence avec l'ennemi. Et ça aurait complètement fait basculer non seulement le résultat des élections, mais là, les motifs contre Biden étaient autrement plus sérieux que ceux contre François Fillon. Enfin bref, il n'y a même pas de comparaison possible. Donc, Zuckerberg a contribué à falsifier les élections américaines. C'est passible de la prison. Et de la prison peut-être même à vie. Hein, parce que c'est une trahison de l'électorat américain, en plus du viol du premier amendement. Enfin bref, Zuckerberg aujourd'hui ne peut plus qu'obéir au doigt et à l'œil à ce que lui demandera Donald Trump. C'est un peu facile pour lui de dire que oh là là, c'est une victime du méchant FBI. Ce qu'il a fait est scandaleux. Le scandale, en fait, si on veut aller jusqu'au fond du problème, c'est que l'État américain a organisé une censure de masse pour pousser à la vaccination, pour empêcher un débat éclairé sur les effets secondaires. Comment on peut s'en sortir ? La place de Zuckerberg, elle est avec Fauci devant un tribunal populaire et peut-être éventuellement la prison, parce que ce sont des manipulateurs.
Ce sont de dangereux manipulateurs qui ont fait ça pour des intérêts financiers, on parle de milliards de dollars, et certainement pas pour la santé, puisque tous les malheureux victimes d'effets secondaires, tous ceux qui sont décédés de suite de ces effets-là, ont été cachés, invisibilisés, et ni Pfizer, ni Fauci, ni Zuckerberg, ni les responsables en fait du mensonge, de la manipulation, ne seront traduits en justice. C'est un scandale, ça. C'est un scandale, mais en même temps, mettons-nous à la place de Donald Trump. Est-ce que Zuckerberg est plus utile en prison que devenant à son tour l'instrument de ce que voudra bien C'est lui sûr. imposer Donald Trump? Et Trump est quand même à l'origine du projet Warp Speed, qui a permis la sortie des vaccins ultra rapides. Donc lui aussi a joué un rôle important dans cette folie Covid. Donc je pense qu'on n'est pas au bout des surprises et surtout des révélations. Mais c'est sûr que aujourd'hui, et ce que tu dis est vrai, les réseaux sociaux sont une arme en fait de l'État américain pour la domination culturelle du monde. Là, ils en ont usé et abusé. En France, ça a été également mais épouvantable. Enfin bon, on va pas revenir sur des souvenirs pénibles, mais voilà, tous les témoignages, tous les documents scientifiques relatifs au vaccin ont été invisibilisés, leurs auteurs censurés, leurs comptes suspendus. Et puis, bien sûr, il reste l'affaire, bien sûr, des SMS d'Ursula von der Leyen, qui actuellement, semble-t-il, est suffisamment malade pour ne pas comparaître devant les juges, ce qui n'empêche pas de continuer de tweeter qu'il faut poursuivre la guerre contre Poutine, parce que, évidemment, le gros problème de l'Europe, c'est Vladimir Poutine, une vraie menace pour la démocratie. La preuve, c'est que on voit son ombre se profiler en Roumanie, ce qui nous a amené à annuler les élections. Vous vous rendez compte? Conduit Poutine, on est obligé d'annuler les élections en Roumanie et de truquer celles en Moldavie. Sinon, à minuit et demi, le non à l'Europe était majoritaire à 54%. Il a fallu qu'on envoie d'un seul coup 300 ou 400 000 votes qui étaient tous pour Europe. C'était quand même extraordinaire. Les Moldaves de l'étranger. Et d'un seul coup, par 50,13 contre 87, le scrutin a basculé dans le bon sens. Vous vous rendez compte? Mais regarde la Géorgie également, avec la présidente sortante qui refuse de sortir et qui parle de coup d'État, alors que, pareil, là encore, le scrutin est sans appel. Mais c'est la faute à Poutine, c'est la faute de l'ingérence russe. On va écouter Valérie Pécresse qui sort cette fausse information sur la Roumanie, sur la manipulation de TikTok, alors que c'est avéré que c'est le parti au pouvoir qui a fait monter Călin Georgescu, candidat indépendant, pour faire baisser les scores de l'opposition. Et puis ils se sont pris les pieds dans le tapis et ils ont accusé les Russes. Mais regardez, Valérie Pécresse sur France Inter ce matin déroule tranquillement cette fausse information en expliquant que c'est bien pour ça qu'il faut censurer les réseaux sociaux. Le vrai problème aujourd'hui, face à la montée de la Chine, face à la montée des États-Unis, c'est qu'on doit faire bloc. Et effectivement, il nous faut une régulation des réseaux sociaux. Moi, j'ai vu... Ils veulent pas réguler. Elon Musk, vous avez entendu Mark Zuckerberg. Je parle de l'Europe. On ne fera pas. Évidemment, mais c'est extrêmement grave. La décision de Facebook de s'aligner sur le fait de supprimer les fact-checkers sur les réseaux sociaux est une décision extrêmement dangereuse. C'est très dangereux de virer Julien Pain des réseaux sociaux quand même. C'est un travail essentiel. On va y revenir, les fact-checkers. C'est quand même un moment particulier de l'histoire, ça aussi. On écoute la suite, c'est là qu'elle balance la Roumanie. Et vous le savez bien, en Roumanie, servant des réseaux sociaux. C'est incroyable. Des populistes arrivent au pouvoir en se servant des réseaux sociaux parce que, oui, les médias de milliardaires locaux ne veulent surtout pas perdre le pouvoir. Et donc, on a des Valérie Pécresse, on a des Laurent Wauquiez, on a des Édouard Philippe et j'en passe, qui sont là pour empêcher justement une reprise du pouvoir par le peuple, tout simplement, les populations dépossédées du pouvoir pendant des dizaines d'années. C'est un aveu, en fait, ce qui se passe. Ils avouent qu'ils sont en train, potentiellement, de perdre la main. Oui, on en revient à ce qu'on dit. Quand on ne peut pas, quand on prend la nomenclature de Schopenhauer, quand on ne peut pas réfuter, quand on ne peut pas mettre sur la table des arguments qui font douter, même s'ils sont fallacieux, quand on ne peut pas faire des
des suggestions qui remettent en cause la crédibilité de l'interlocuteur, quand on ne peut plus faire d'attaque ad hominem, parce que le fameux Calin Georgescu, effectivement, c'est pas du tout un inconnu. Non. Pas du tout un inconnu. Il est aussi connu que peut l'être Jean-Luc Mélenchon. Il a été un des membres des Nations Unies, il a une carrière politique, il avait déjà été pressenti pour être Premier ministre, donc c'est quelqu'un qui est connu, mais qui est indépendant, et anti-OTAN, et anti-Union. Valérie Pécresse, mais tous les gens qui s'expriment à peu près dans le même sens, si vous faites le recensement à un trombinoscope, vous allez voir qu'il y en a au moins 1 sur 2 qui est un young leader. Young leader, c'est-à-dire un padawan de Klaus Schwab, voire de cercles encore plus influents et un peu plus occultes. Je ne vais pas verser dans une sorte de complotisme. Tout cela est pas. Alors, c'est pas du complotisme que de dire que les réseaux transatlantiques marchent à plein et que nos leaders, entre guillemets, sont castés, sont choisis, sont prédestinés. Gabriel Attal, avant d'être nommé ministre de l'Éducation et Premier ministre, il est invité au Bilderberg. C'est de la cooptation. Le Bilderberg, c'est Davos en comité restreint et en mode Chatham House, c'est-à-dire que tout ce qui est dit reste privé. Et on y retrouve Peter Thiel, un des grands pontes de la Silicon Valley, patron de Palantir à une époque, transhumaniste notoire. On y retrouve les patrons de la CIA, les responsables de la défense de plusieurs pays européens, des journalistes. François Langlais y était allé, Bruno Le Maire y était allé. Donc ces lieux de sociabilisation des élites choisissent en fait les gens qui vont ensuite avoir la couverture médiatique des milliardaires et donc le droit de faire semblant de représenter un courant politique, des aspirations populaires. C'est un jeu tout ça. Il faut en être conscient tout de même. Et c'est pas complotiste que d'expliquer qu'il y a des lobbies très puissants, les PAC aux États-Unis par exemple, mais aujourd'hui la French American Foundation aussi, qui est un lobby très puissant de présélection des élites, c'est une réalité, c'est pas complotiste, il faut le dire, il faut arrêter avec cette peur de dire les choses. Ah ben ça, de toute façon, la peur de dire les choses, elle reflète un comportement d'une certaine presse qui, justement, a accès, probablement un accès privilégié au Bilderberg au travers du patron qui est tout en haut de la pyramide, et qui vous dit ça, vous n'en parlez pas, et tous les gens qui font partie du cercle, surtout, vous ne dites pas qu'ils en font partie. Alors, vous avez le marronnier tous les ans, la franc-maçonnerie, son influence, machin, ses réseaux, etc. C'est le marronnier. Et tous les ans, on y a droit. Quand est-ce que l'on fait l'inventaire des young leaders, de la puissance de leur réseau? Et puis, il y a deux choses qui sont absolument hallucinantes. Quand vous prenez, par exemple, les 3 derniers premiers ministres britanniques, Boris Johnson, Rishi Sunak et maintenant Starmer, qui est dans l'autre camp, en fait, ils sont tous du WEF. Vous avez le Canada, vous avez donc Justin Trudeau. Et la numéro 2, la vice-première ministre du Canada, n'est autre que Chrystia Freeland, qui était à un moment, je ne sais pas s'il y est encore, il faut que je vérifie, la numéro 2 du World Economic Forum. C'est extraordinaire. Ils sont partout. Et là, on n'a pas le droit d'en parler. Par contre, oui, allons-y, parlons de la franc-maçonnerie. Allons-y, remettons-en une couche et encore, car la maçonnerie, naturellement, on la voit, c'est la pieuvre, elle est partout. Et on parle en fait de tout, sauf du vrai réseau qui aujourd'hui a infiltré tous les cercles de pouvoir. C'est ce que disait Klaus Schwab d'ailleurs, qu'il était très fier d'avoir mis tous ces inféodés à des postes de pouvoir dans les cabinets ministériels et au sein des directions d'État, etc. Et d'ailleurs, le World Economic Forum Davos commence la semaine prochaine, je crois, et c'est un club où les cabinets de conseil font la loi. C'est là où on discute le fait de manger des insectes, c'est bon pour la planète, que les taxes carbone, c'est bon pour la planète, qu'il faut faire très attention avec les réseaux sociaux parce qu'ils déstabilisent les démocraties, que la censure, c'est bien. Et tout ça, le transhumanisme aussi, c'est super. C'est un agenda. La réalité, c'est que derrière, il y a une volonté d'avancer, de formater le monde pour qu'une gouvernance globale voie le jour et que les pays occidentaux, parce qu'en réalité, la plupart des pays du monde s'en foutent complètement, mais que les pays occidentaux suivent tous la même voie. Et c'est ce qu'on a vu pendant la gestion de la crise Covid. Tous les pays occidentaux ont appliqué à la lettre les conseils de McKinsey en faisant absolument n'importe quoi et on voit l'état de la catastrophe. Aujourd'hui, c'est un scandale.
et on n'en sort pas. Est-ce qu'ils vont réussir à censurer X? Parce que s'ils le font, ça veut dire que ça va très loin. Un Thierry Breton, par exemple. Tiens, prenons Thierry Breton. On avait échangé avant cette interview sur lui la semaine dernière. Matin, midi et soir, on avait Thierry Breton en plateau. Il n'est plus rien, si ce n'est un retraité extrêmement aisé. Et pourtant, il était là pour parler du DSA et de dire que oui, attention, on a annulé l'élection en Roumanie, on pourrait le faire en Allemagne également. Mais le DSA, qui en est l'inspirateur? Le DSA, c'est une sorte de mix de la CIA et de la NSA, qu'on se fasse pas d'illusions. La censure de tout ce qui peut contrarier les intérêts américains, c'est des choses qui sont inspirées justement par le deep state, parce que je dis pas que la CIA est monolithique et encore moins la NSA. Alors la NSA, par contre, là, quel que soit le président au pouvoir, ils vont continuer d'espionner toutes nos entreprises, nos hommes politiques. Ça, c'est quelque chose, ça ne changera pas. Mais en revanche, la volonté de censurer, etc., tout ce qui les gêne, ça, c'est quand même très deep state. Et le deep state a régné sans partage. Il y a eu une période bénie où ils avaient quand même Biden aux États-Unis, ils avaient Sunak au Royaume-Uni, Trudeau, Ardern en Nouvelle-Zélande, Ferguson en Australie. Enfin bref, là vraiment, ils ont connu une sorte d'apogée où tous les affiliés étaient bien placés. Je pourrais même reprendre la fameuse Zurabishvili, là, notre franco-géorgienne, qui avait dit qu'elle ne quitterait pas le palais du pouvoir à Tbilissi, que c'était une patriote indéfectible, que vraiment elle resterait au service de la Géorgie, elle était là pour le peuple géorgien, et elle vient d'intégrer 2 think tanks américains, dont le fameux McCain Foundation, donc du nom du sénateur McCain, un 20 ans en guerre et un apologue du deep state américain. Elle a quitté la Géorgie, ça y est, maintenant elle bosse pour les Américains. Enfin, elle n'a pas quitté la Géorgie, elle a un bureau maintenant où elle dit c'est là la présidence, où elle reçoit les jeunes Géorgiens avec l'aide de ces think tanks américains qui sont des outils d'ingérence évidents, en expliquant que voilà, elle continue, elle défend les valeurs européennes, bien sûr, qui sont des valeurs de démocratie, mais seulement si ça va dans le bon sens. Attention. Voilà. Donc les think tanks richement dotés, parce que en plus c'est pas des gens qui se réunissent dans des petits locaux des MJC, c'est vraiment des gens qui ont des moyens énormes de pression dans les médias. S'ils veulent qu'un de leurs amis passe aux 20h, il passe aux 20h. S'il y a besoin qu'il soit interviewé par le journaliste qui a la plus forte audience, ils vont obtenir l'interview le soir même ou dans les 48 heures. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, quand il s'agit de Gates, Soros, de BlackRock, etc., là, on n'a pas affaire de l'ingérence, non. Ce sont même des sauveurs de la démocratie. Oui. Ils volent au secours de la démocratie en faisant élire les bonnes personnes. Sinon, les peuples, évidemment, pourraient élire des gens qui, imaginons le pire, auraient les intérêts de leurs électeurs, on va dire, comme priorité. Oui, ou de la nation. Ce qu'on voit, c'est cette union globaliste, finalement, où il faut, pour avoir du succès politiquement, faire allégeance aux États-Unis. Et le problème, là où ça bloque, c'est que ça marche très bien tant qu'aux États-Unis, le deep state est à la manœuvre et Joe Biden était un pantin parfait, mais quand Donald Trump reprend le pouvoir avec une volonté de vengeance, parce qu'il veut faire le ménage et il veut se venger de sa défaite de 2020 et reprendre les rênes avec cette fois-ci une équipe beaucoup plus préparée, ça coince complètement parce que tous les young leaders, tous ces outils d'ingérence, d'influence en Europe ne répondent pas à Donald Trump et Donald Trump n'en veut pas. Alors là, ce qu'on va voir, c'est du dégagisme XXL, c'est-à-dire ça va être très violent pour eux, mais leur défense ne peut pas tenir que sur la censure. Pour l'instant, on voit que c'est le seul moyen qu'ils envisagent. C'est répété en long, en large, en travers, aussi bien par Valérie Pécresse que par Thierry Breton. Donc je précise que
tu l'as bien souligné, il n'est plus rien. Et pourtant, il a l'air de s'exprimer en disant « on » au nom d'un cercle auquel il appartient et qui lui a donc accordé qui lui a confié la mission de bien communiquer les bons éléments de langage et même de prévenir, attention, nous avons en fait le pouvoir absolu d'invalider les élections. Donc votez bien, sinon de toute façon on annule tout. Et moi, ce qui m'épate, c'est que quand j'entends Thierry Breton, mais que j'entends en fait tous les gens qui reprennent en chœur le couplet contre Twitter, l'influence, l'ingérence, etc. On a l'impression que tous ces gens, mais quels que soient les pays européens, ils ont reçu le matin des éléments de langage par Twitter. Enfin, je ne sais pas si c'est par Twitter ou par SMS, je sais pas, mais manifestement, il y a quelqu'un qui, quelque part, distribue l'élément de langage du jour et qu'il va falloir que tous les membres de la confrérie, si j'ose dire, répètent dans tous les médias. Ouais, les membres de la confrérie, on voit que ça va de droite à gauche, parce que vous avez les mêmes éléments de langage chez Glucksmann que chez Pécresse, que chez Breton. Vous voyez Marine Tondelier, bien sûr. Marine Tondelier, vous voyez que tous les partis sont noyautés. Mais alors c'est drôle parce qu'il y a quand même un clash qui se fait jour entre la Commission européenne et Ursula von der Leyen, totalement inféodée à l'Empire américain, et ça, il n'y a pas de doute, qui n'a pas du tout envie de rentrer dans la case censure des réseaux sociaux et qui freine des cas de fer avec une commissaire européenne au numérique qui, là encore, essaye de calmer les velléités de censure des autres young leaders. Donc on a l'impression qu'il y a deux camps, en réalité. Ceux qui vont très vite s'aligner sur l'administration Trump pour sauver leurs fesses, et ceux qui se disent « Ah non, mais là, je n'ai pas les moyens, de toute façon, je sais que j'y arriverai pas parce que j'ai dit tellement de saloperies sur Trump, il faut que je me sauve d'une façon ou d'une autre. » Donc est-ce qu'il n'y a pas une cassure importante aujourd'hui au sein de ce groupe de transatlantiques, de nos globalistes adorés, où d'un côté, il y a ceux qui, comme Zuckerberg, vont tourner leur veste très rapidement, et de l'autre savent que même s'ils essaient de tourner leur veste, ça ne marchera pas, ils sont grillés. Et ceux-là, c'est aujourd'hui ceux qui sont acculés et qui appellent à la censure. Oui, mais là, on va dire, ils ont joué, ils ont perdu. Et ceux qui n'ont pas la chance, comme Mark Zuckerberg, d'être de grands industriels ou à la tête de fondations, parce que Bill Gates ne craint rien, ou pas grand-chose pour l'instant, on verra. L'histoire nous dira si un jour on arrive à trouver un biais juridique pour le lier aux vaccinations et aux dizaines de milliers de morts que cela a engendré. Parmi des jeunes, je ne parle pas des personnes âgées, on va toujours s'en sortir en nous expliquant qu'ils sont fragiles, etc. Et que, passé 60 ans, il faut faire attention. Mais moi, je pense surtout aux jeunes. Et là, c'est une certitude absolue. Beaucoup ne seraient pas décédés de crise cardiaque. Donc là, il y a eu une hécatombe. Et Gates, qui manipule complètement l'OMS, en est complètement l'architecte. Donc, il a du sang sur les mains quand même. Ah ben, tous. Et c'est pour ça que je dis que finalement, ces gens-là sont à l'abri, comme tu le dis. Ils n'ont pas vraiment de risque. Ils le savent. Il n'y aura pas de grand procès. Anthony Fauci restera en liberté et pourra continuer. C'est lui l'architecte des biolabs. Il plaidera pas la démence sénile comme Joe Biden, mais je me rappelle de son audition devant le Congrès américain. Il ne savait rien. Il a dit plus de 40 fois, je ne m'en souviens pas. Donc, il plaidera effectivement l'Alzheimer. Il se souvient plus de rien. D'ailleurs, ça a été sa ligne de défense. C'est fou. Déjà, on sait déjà comment ça va se terminer. Ces avocats diront, désolé. D'ailleurs, quand vous l'appelez à la barre, Monsieur Fauci, il sait même pas qui est ce Monsieur Fauci. C'est comme ça va terminer. Non, c'est génial. Quelle bande d'escrocs. C'est quand même extrêmement énervant de voir ça et de se dire qu'on est coincé. Finalement,
ça dit beaucoup, en fait, sur le retard qu'a pris l'Europe. Nous n'avons pas de réseau social européen, nous n'avons pas de milliardaires comme un Trump ou un Zuckerberg. Nous, on a Bernard Arnault, il fait des sacs à main. Certes, on a Bouygues qui fait du BTP en France, on a Dassault, fleuron de l'armement, mais au final, on est totalement dépendant des États-Unis pour tout et n'importe quoi, y compris les réseaux sociaux, les plateformes. C'est grave, non? Bah, c'est grave, et puis en plus ça, rappelle-toi qu'on a eu Rumble, qui a été censuré par les interdit. autorités européennes. C'est Ouais, fantastique. qui a préféré se Ouais. retirer du marché européen compte tenu des demandes de censure des autorités européennes, c'est vrai. Et là, comme tu dis, le fait qu'on soit complètement dépendant des réseaux américains fait qu'on ne va pas. Alors là, pour l'instant, on était sous influence des globalistes, mondialistes, etc., dits progressistes. Le progrès, bien sûr, étant pour eux La synonyme censure. d'une régression incroyable de la démocratie. Mais je me fais aucune illusion. Trump ne veut pas notre bien non plus. Et je pense que les réseaux sociaux vont devenir un outil, effectivement, d'asservissement. Mais c'est juste la poursuite de ce qui existe déjà. Alors peut-être avec moins de mensonges quand même. Il y aura peut-être Ouais, moins mais de mensonges, mais quand j'ai l'air de me réjouir du fait que Biden, Trudeau et tous les padawans du UF se fassent balayer, mais je me fais aucune illusion. Ceux qui vont les remplacer en termes d'influence ne veulent absolument pas le bien, la prospérité et la démocratie en Europe. Hein. Je suis totalement sans illusion. La seule chose, c'est que je voulais quand même, et tu le fais très très bien, toi aussi, permettre aux gens de mesurer à quel point on nous a menti, manipulé. Puis bon, bien sûr, quand on en arrive à dire qu'on annule les élections en Roumanie et qu'on annulera les élections allemandes si les Allemands votent mal, voilà, on a touché le Graal. Là, on est au firmament de 1984, hein, clairement. Mais attention, Trump et Musk et d'autres ne veulent absolument pas le bien et la démocratie en Europe. Faut pas non plus être. Ah bah, ils veulent surtout pas une émancipation des pays européens de la tutelle américaine. On le voit bien. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que la Roumanie est scrutée de près, la Géorgie également, mais Allemagne et France. Ce que fait Elon Musk avec l'AfD, par exemple, hein, le parti conservateur d'extrême droite en Allemagne, il le met en avant comme personne d'autre, comme aucun média allemand ne le ferait, puisque ce parti est censuré dans les médias allemands, quasiment. Et là, clairement, c'est une sorte d'ingérence, on peut le dire. Et c'est la volonté de faire basculer un pays comme l'Allemagne du côté trumpien le plus rapidement possible, parce qu'il y a des élections en ce moment, en février, qui vont arriver. Là, on voit clairement dans le jeu d'Elon Musk. Ouais, bon, ce que fait Elon Musk, lui, c'est juste un patron d'entreprise. Quand Elon Musk C'est plus que ça, là. donne de l'audience à l'AfD, ça n'a quand même pas le même poids que Barack Obama soutenant, alors clairement, Emmanuel Macron. C'est vrai qu'il y a eu ça. Voilà, donc là, c'est un soutien politique, c'est presque la voix des États-Unis, vous voyez, donc Musk, c'est quand même qu'un entrepreneur. Hein. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les réseaux trumpiens vont quand même avoir les moyens financiers? Est-ce qu'ils vont avoir l'équivalent d'un Bill Gates, d'un George Soros ou d'un Larry Fink, hein, c'est Elon Musk, qui a été le porteur pour les entreprises de la fameuse inclusivité. Il fallait que les entreprises soient inclusives, sinon BlackRock ne les achetait pas. Qu'elles soient vertes, sinon BlackRock n'achetait plus leurs émissions obligataires. BlackRock pouvait mettre en avant l'ESG et faire plier presque tout le monde. On ne peut pas se permettre que BlackRock, qui détient 5-10% de votre capital, d'un seul coup décide de tout vendre en bourse et vous perdez 5% de votre valeur boursière et les actionnaires ne sont pas contents. Donc, est-ce que Trump a des relais aussi puissants
Dans le progressisme, je ne le crois pas pour l'instant. Il dit que tout le monde est venu le voir à Mar-a-Lago avant son investiture. De toute façon, tous vont lui manger dans la main maintenant qu'il est président élu. Donc, il sait très bien que ces relais, il pourra les avoir le moment venu. Et puis, aux États-Unis, il y a quand même cette doctrine qui est que tout doit être fait pour que le pays reste numéro 1 mondial, quel qu'en soit le prix. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est la Chine, l'ennemi principal. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'Ukraine se fait du souci quant au soutien américain. Mais tu disais sur l'importance de BlackRock, il y a aussi les agences de notation, les fonds, etc. La France est quand même dans le rouge, avec une dette de plus de 3 300 milliards, 5 000 milliards si on cumule, des responsables politiques qui ne savent plus quoi faire, pas plus d'impôts, mais en même temps si, mais on ne sait pas comment. Pour ce qui est des dépenses, Gérard Larcher est encore capable de commander un fauteuil à 34 000 euros. Bon, il y a du souci à se faire. Est-ce que la France risque une sanction de la part des marchés, peu importe le discours de politique générale de Bayrou? Quels sont les dangers immédiats pour non seulement l'économie française, mais les économies des Français? Bon, alors déjà, on va essayer de relativiser. Alors, 3 350 milliards de dettes, bon, évidemment, c'est presque le double de ce que la France supportait quand M. Macron a été élu en 2017. Bon, la trajectoire, elle est pas brillante. C'est peut-être même une des plus mauvaises d'Europe, puisque dans le même temps, vous voyez l'Espagne, l'Italie, qui au contraire, eux, sont en train de réduire un petit peu le montant des déficits. Bon, on est parti sur une hypothèse de 5,4% de déficit en 2025. Aux États-Unis, on sera au-delà de 7. Alors, le Japon, ça n'a même plus, ça se chiffre même plus. Il compte plus, ouais. Et on a également la Chine, qui va bien, là, actuellement, en termes d'augmentation de la dette. La faillite, le krach de l'immobilier, ça coûte quand même la bagatelle, je parle bien en équivalent dollar, de 18 000 milliards de l'épargne des Chinois. Donc après ça, demandez-vous pourquoi ils achètent moins de sacs Vuitton et moins de tailleurs Chanel. Vous avez quand même une partie de la réponse. Et vous avez une Chine qui pourrait très très bien annoncer, à l'occasion du Nouvel An chinois, elle fait toujours une annonce lors du Nouvel An chinois, mais cette année on espère, on attend beaucoup, elle pourrait très très bien annoncer un nouveau all-in, comme ce fut le cas en 2009, après la grande crise. Et du coup, la Chine, à son tour, deviendrait un pays qui explose les 5% de déficit budgétaire. Donc, il faut toujours se comparer dans cet énorme concours de laideur. Et là, je veux dire qu'aujourd'hui, eh bien, c'est pas les États-Unis avec leurs 7% de déficit, c'est pas la France avec ses 5,4 ou ses 5,5, on s'en fiche. Aujourd'hui, il y a un pays qui est vraiment très, très, très mal en termes de refinancement de sa dette, c'est le Royaume-Uni. Ouais. Et oui, ils sont là, on assiste, alors c'est pas très très médiatisé, mais on assiste actuellement à une crise de la dette qui est pire que celle que le Royaume-Uni a connue avec Liz Truss il y a 2 ans et mois, et qui avait d'ailleurs entraîné son éviction. Chute, en quelques mois, ouais, c'était très rapide. Elle avait pris le pouvoir, je ne sais plus, en juin, et en octobre, c'était plié. Elle a présenté son budget. Le marché n'a pas aimé, et c'était terminé. Et les taux étaient montés, mais tenez-vous bien, à 4,50% au Royaume-Uni. Là, la Banque centrale d'Angleterre se bat depuis quelques jours pour empêcher de passer la barre des 5. Mais on fait 4,99, 4,98. Donc, ça va très, très, très mal outre-Manche. Donc, je dirais qu'il y a des pays aujourd'hui qui sont en plus grande difficulté. Donc, du coup, si vous ne mettez pas votre épargne sur des gilts britanniques, les OAT avec leur double A, ça va bien. Puis, de toute façon, quand on écoute de droite à gauche, c'est le concours Lépine des idées pour prélever plus d'argent. Oui, c'est ça. Pour en restituer moins aux contribuables. Et puis là, voilà, on a quelque chose qui a l'air assez consensuel. Bayrou envisage une super taxe sur les ultra riches. Ça c'est envisage. On va voir comment ça se passe après le discours de politique générale. Je pense qu'on sera loin du compte. Mais bon.
Mais on s'en est rendu compte. Mais tant qu'on a le sentiment qu'il y a 1000 façons de nous prélever de l'argent, de nous taxer. Bon, alors l'immobilier, c'est évidemment là que la foudre va tomber. C'est une évidence au travers des impôts fonciers, parce qu'il ne faut pas oublier que quand l'État a réglé ses factures, ce à quoi elle ne peut pas échapper, donc payer les retraites, payer l'armée, payer la police, payer la fonction publique, l'hôpital, etc. Quand il n'y a plus d'argent, une fois qu'on a épuisé toutes les recettes fiscales globales, à ce moment-là, ça bascule, je dirais, de façon presque automatique et sans même débat au Parlement. C'est aux régions, aux départements, aux communes de trouver sur place les ressources dont elles ont besoin pour la prise en charge de ce qu'on appelle la dépendance, l'entretien des routes, les pompiers, etc. Et là, je vous dis, il y a même pas de débat. S'il n'y a plus d'argent dans les caisses au niveau central, c'est les régions, c'est le local qui doit lever l'impôt ou les taxes. Et l'État, lui, peut toujours se défausser en disant « mais moi, je vous ai fait une promesse, c'est que je n'augmenterai pas les impôts. Par contre, allez voir votre maire qui vous a doublé votre taxe foncière et le triplement de la taxe d'enlèvement des ordures. » C'est le jeu systématique. Des tas de joyeuseté, la hausse du prix pour l'adduction d'eau, etc. Donc, en tant que propriétaire, on sait que 2025-2026, ça va être l'horreur, mais quand on est créancier de la France, on sait que le propriétaire et le riche vont payer. Moi, en tant que créancier de la France, je suis pour l'instant très confortable. En plus de ça, on a vu là en début d'année les agriculteurs qui menaçaient de bloquer Paris. On leur a envoyé des convois de CRS. Donc on a montré qu'en plus de ça, on avait la capacité de maintenir l'ordre. Et j'en passe sur les 70 millions d'euros de commandes de grenades lacrymogènes ou de grenades de désencerclement. On voit que l'État s'est doté d'un arsenal de maintien de l'ordre au cas où les de répression. Mais donc, ce que tu es en train de dire, c'est que la situation de la France, certes, est calamiteuse, mais elle n'est pas catastrophique et que les marchés sont rassurés dans la capacité de l'État à aller pomper toujours davantage le fric des Français et leur taper dessus s'ils ne sont pas contents. C'est ça l'image. Tout à fait. Alors, je serais amené éventuellement à me dire que les choses vont peut-être moins bien. Si on voyait le spread, c'est-à-dire l'écart de rendement entre l'OAT et le Bund allemand, passer la barre des 90. Mais là, ce qui se profile en Allemagne pour le 23 février prochain, c'est que l'Allemagne va peut-être renoncer à un de ses principes cardinaux, qui est qu'on ne peut pas endetter l'Allemagne, sauf pour investir dans quelque chose dont on espère que ça sera un apport bénéficiaire. Alors, ça n'a pas empêché l'Allemagne d'investir 200 milliards dans des éoliennes et dans des panneaux photovoltaïques qui ne produisent même pas la moitié de l'énergie qui était attendue. Mais bon, on a fait un investissement dont on pensait que, sur le papier, ça allait donner de bons résultats. Je précise quand même que pour 200 milliards, l'Allemagne pourrait avoir 30 EPR. Il n'aurait plus aucun problème d'énergie pour les générations futures, alors que là, derrière toutes les éoliennes et tous les panneaux photovoltaïques, il faut mettre du pilotage. Bon, on a déjà évoqué la question. Si l'Allemagne se met à renoncer à son principe cardinal de ne pas émettre de dette pour financer ses dépenses courantes, c'est ce que nous en France on fait depuis des décennies, dans ce coup, l'Allemagne, le créancier va dire quoi ? Eux, ils étaient vertueux, ils le sont un peu moins, ils sont en train de se rapprocher de plus en plus de ce qui se fait en France. Du coup, si l'OAT me rapporte 85 points de mieux, avec une assurance que, de toute façon, l'État a les capacités de lever l'impôt, la taxe, etc., finalement, moi, l'OAT à 3,30, ça me va aussi bien que du Bund à 2,50. Voilà, donc je pense qu'on risque pas grand-chose de ce côté-là. Par contre, évidemment, il y a toujours quelque chose qui déplaît aux
aux créanciers, c'est si d'un seul coup il y a des manifestations géantes sur les Champs-Élysées, que Macron en hélicoptère pour s'échapper, on ne sait pas où, vers la lanterne à Versailles, peu importe. Là, les créanciers se diraient, là, la France, là, ça commence à chauffer. Tant que l'économie est en crise, ça va. C'est même une bonne nouvelle pour la finance. Et tant que l'État est capable de réprimer les mécontents, tout passe. C'est ça, en résumé. Enfin, l'épisode des Gilets jaunes a quelque part rassuré nos créanciers sur la capacité de faire rentrer tout le monde sagement chez soi. Parce qu'on ne sort pas dans la rue pour se prendre un flashball qui vous énuclé ou qui vous fracasse la mâchoire. Et ça a été parfaitement assumé. Hein. D'ailleurs, c'était dans le vocabulaire sous Castaner. Assumé et non d'ailleurs puni par la loi. Hein. C'est terrible, mais cette violence d'État, elle a eu lieu et les victimes n'ont aucune reconnaissance ni compensation. La répression qui a eu lieu, moi, m'a ouvert les yeux sur la nature de l'État et sur le régime de Macron. C'est le président de la violence. C'était Édouard Philippe. Alors c'était Édouard Philippe, Castaner. Mais les borgneurs en chef, c'était quand même Édouard Philippe. Bien sûr. Avec Castaner pour galvaniser les troupes et rendre encore plus efficaces les coups de matraque. Mais la décision politique, c'est Édouard Philippe. Les blessés, parce qu'on parle des éborgnés, mais le nombre de gens qui ont eu la mâchoire, les dents éclatées et tout. Bien sûr. C'est Édouard Philippe. Les prisonniers politiques, les gens qui sont finis enfin bref, on nous vend comme la personnalité préférée des Français. C'est extraordinaire. Non, mais ces sondages, là encore, ça fait partie de ce mensonge systémique qui tient le troupeau dans un enclos. Et à partir du moment où il y a un autre enclos numérique avec X, on se rend bien compte qu'il n'y a rien qui tient en réalité. La réalité, alors, pour revenir sur la censure des réseaux, qui était le thème du début de l'entretien, c'est quand même que la télévision fait encore beaucoup d'audience et que beaucoup d'électeurs, notamment du troisième âge, continuent de faire confiance à la télé et la regardent. Donc on est loin du compte. S'il y a peut-être un Français sur 30 sur X, et encore, je pense que c'est moins, ça fait pas la balance, hein. Oui, c'est vrai, quand vous allez dans une maison de retraite, dans un EHPAD, etc., vous avez une chaîne d'information, les fameuses chaînes type LCI, CNews, BFM. Vous avez forcément, quasi systématiquement, une de ces chaînes. Vous êtes dans une salle de sport, vous retrouvez là encore, alors bon, si c'est une salle de sport un peu chic, vous allez avoir CNN ou Bloomberg, mais le plus souvent, vous allez vous retrouver avec effectivement LCI, BFM, etc. Alors la typologie d'ailleurs est assez intéressante, parce que je crois que l'auditoire le plus jeune, c'est celui de BFM, avec 58 ans de moyenne d'âge, parce qu'il y a quand même des gens encore actifs et qui regardent un peu ce qui se passe du côté de l'économie, dont BFM parle plus que ses concurrentes. Et l'auditorat le plus âgé, c'est LCI, qui serait à 66 ans, donc là on est à 98% de retraités. Mais ce que savent très très bien les Macron et tous les politiques, ils savent que c'est le troisième âge qui vote, et qui vote très largement. C'est 70-75% de taux de participation. Et c'est un vote toujours très conservateur, et c'est un vote qui a énormément bénéficié à Emmanuel Macron. Et donc, quand on écoute ce que racontent ces ministres, on se dit, mais ils nous prennent pour des cons. C'est pas possible. Oui. Ils nous prennent pour des imbéciles. C'est possible. Mais en fait, ils savent que même si nous, on les prend pour des imbéciles, en fait, on va pas aller voter contre eux parce qu'on en fait partie de ceux qui votons pas ou qui allons voter blanc. De toute façon, on fait pas partie de leur base, c'est ça, de vote. Hein, et donc, en fait, ce discours un peu décalé où on se dit, mais ils nous prennent pour des crétins, sont faits pour les crétins. C'est un public qui gobe. Et ce public, c'est le public qui vote. Je suis désolé. C'est flippant. Heureusement. C'est flippant.
Non, mais je ne dis pas que tous les retraités gobent tout, c'est évidemment pas la question. Mais le problème, c'est que la proportion de ceux qui gobent tout, elle est tellement importante que ça fait quand même la différence. Et les jeunes vont vous dire, oui, moi, si j'allais voter, j'irais voter Sandrine Rousseau, Marine Tondelier, etc. Ouais. Et en fait, ils sont 30% à voter. Voilà, donc c'est pas ça qui... Donc, quand on entend des discours qui ont l'air stupides, faut pas oublier qui parle. Si vous voulez avoir des informations qui vous parlent, évidemment, il faut pas regarder même le JT. Le JT, le 13h et le 20h, ils sont absolument formatés pour des personnes retraitées et à qui on ne veut pas alerter sur certains phénomènes importants, ou alors au contraire, où on va actionner le levier de la peur, parce qu'on sait que ça, ils vont y réagir de façon quasiment optimale. Le jour où Trump a déclaré qu'il voulait faire une sorte d'Anschluss sur le Groenland, le Canada et le Panama, le 13h, le 13h de France 2, c'était extraordinaire. Ils ont commencé, c'est très important quand même, en l'annonce du départ de Didier Deschamps. C'est super important. Je crois que j'en ai même pas parlé ici, tellement j'en ai rien à foutre. Mais apparemment, c'était une grosse nouvelle, ouais. Bon. Voilà, donc ça a ouvert sur le départ de Didier Deschamps. Et ils ont enchaîné sur les intempéries, l'alerte jaune, l'alerte orange dans le nord de la France. Attention, ça va glisser. la neige. Ouais. L'hiver. Ensuite, ça a enchaîné, je ne sais plus sur quelle nouvelle franco-française. Donc, est-ce qu'il y aura un coussin péteur sur le futur fauteuil à 38 000 euros de Gérard Larcher? Et en fait, j'ai attendu à 13h15, j'ai zappé, il n'avait toujours pas parlé des annonces de Trump. Par contre, le retour de la grippe, là, le monkeypox, avec des photos affreuses de gens couverts de pustules. Alors là, oui, là, dès qu'on a un cas de monkeypox, qui est une maladie affreuse parce qu'elle vous défigure, mais heureusement, elle n'est pas mortelle. Mais alors là, si vous avez un cas de monkeypox, là, alors le 13h, il est direct dessus. Mais rassurez-vous, on a directement. Non, mais mais même les produits politiques, un Jordan Bardella, un Gabriel Attal, sont formatés pour cet électorat-là aussi. C'est du marketing. Hein. Il faut, Sarah Knafo aussi, d'une certaine façon. C'est vraiment, même si Bardella plaît aux jeunes, il est là aussi parce qu'il va plaire à tout un électorat. C'est une sorte de décalco de Macron à l'envers, quoi. Mais la ficelle est grosse. C'est un Attal de droite, hein. Mais bon, globalement, les personnages sont aussi transparents à tout point de vue. Enfin, transparents, ils ont évidemment pas, ils ont jamais rien réalisé. Hein. Ils peuvent pas mettre sur leur CV qu'ils ont été des entrepreneurs qui ont eu du succès. Ils n'ont pas été élus. Enfin, Bardella maintenant l'est à l'Europe, mais bon, pas le choix. On n'avait pas le choix de voter pour lui. Donc, c'est des gens qui ne tiennent pas leur légitimité du suffrage populaire et ils ne tirent pas non plus leur légitimité d'un accomplissement. On se dit, ah bah si cette personne était ministre, lui au moins il sait de quoi il parle, il comprend ce qui se passe, il comprend les problèmes et lui avec son entreprise, ah bah il a résolu des situations probablement aussi compliquées que celles qu'on a en France. Donc, oui, un Bruno Le Maire, par exemple, brillant mathématicien, brillant ministre des Finances et de l'économie. Oui, c'est formidable. Ces gens-là sont formidables. D'ailleurs, tous les jours, on voit qu'ils sont formidables et qu'ils ont fait un travail exceptionnel pour la France ces dernières années. C'est quand même incroyable de voir que, à la fois, on a la preuve que le parti unique, ces gens qui se mettent d'accord sur tout et qui font des réformes qui systématiquement plombent le pays. Aujourd'hui, le niveau de vie des Français n'est pas meilleur qu'il y a de ça 20 ans, voire plus médiocre en réalité. L'Union européenne, machine à perdre des nations. Et pourtant, il faut plus d'Europe. Hein. Si on écoute Emmanuel Macron et beaucoup d'autres, hein, l'Europe, c'est l'Union européenne, c'est précieux, il faut absolument le garder. Alors qu'on a les preuves que tout ça, c'est des foutaises et que c'est
à l'inverse, en fait, de ce qu'il nous faudrait. Ben c'est complètement assumé. Mais tout ça ne tient aussi que parce que les médias soutiennent ce discours et jamais n'apportent la preuve du contraire. Euh, Là, aussi bien le service public que les chaînes privées sont totalement en sympathie, voire sont carrément complices de la gabegie, de l'inefficacité et alors de l'effondrement démocratique de l'Europe. Le problème, c'est ça, c'est que quand vous êtes un politique complètement incompétent, vous pouvez aller sur un plateau télé, vous êtes absolument certain qu'aucune question gênante ne va vous être posée. Ben, on a vu Valérie Pécresse ce matin, c'était exceptionnel par exemple, mais c'est tous les jours, hein, quotidiennement. J'ai passé aussi tout à l'heure cette éditorialiste incroyable, Nathalie Saint-Cric, qui faisait l'apologie de Manuel Valls, hein, ce laïcard convaincu qui porte des idées fortes, et c'est pour ça que les gauchistes ne l'aiment pas. C'est quand même un peu fort de café quand on sait que Manuel Valls c'est simplement un traître opportuniste qui a fait une carrière politique qui n'a aucun sens et qu'il avait mis un terme d'ailleurs à sa carrière politique en France. Donc oui, ils sont capables de tout et n'importe quoi. Il a quand même certainement mis de côté de très très bons dossiers Ouais. parce que pour être réembauché dans un gouvernement, alors bon, Ouais. aux Outre-mer, on se demande, mais c'est carrément surréaliste. Mais enfin, il a quand même retrouvé les ors de la République. Il a retrouvé il y avait plein de reportages pour dire alors vous êtes ému, alors c'est formidable. Ah oui, vous savez, moi je lâche jamais. Enfin, c'est incroyable. On est... Oui, il va retrouver les micros, les caméras, les motards qui ouvrent la route, les invitations à l'étranger. Il sera dans les bagages de Bayrou si jamais il survit après la présentation de son budget. Mais ce qui va ressortir, que Bayrou parvienne ou non à sauver sa tête et celle de son gouvernement, de toute façon, on a compris une chose, c'est que, à part l'augmentation de la pression fiscale et l'incapacité de mettre en œuvre la moindre réforme, on a une France qui est quand même paralysée là pour de nombreux mois. Alors, politiquement, les choses peuvent se débloquer si jamais M. Macron remet sa démission, s'il y a une espèce de scandale Candace Owens qui prend des proportions terribles et que la démission devient intenable. Enfin, je veux dire, c'est de la politique fiction. Mais la démission de Macron, c'est pas quelque chose qu'on peut exclure totalement, balayer du revers de la main. Ça peut amener éventuellement à envisager d'autres scénarios futurs pour la France. Mais tant qu'on aura la situation actuelle de Bayrou au gouvernement et qui ne peut faire passer aucune réforme, ça veut dire que pour l'instant, on a une France où les grandes entreprises étrangères ne vont pas venir investir. On ne va pas avoir de réforme, par exemple, des tarifs de l'électricité, ce qui est fondamental. Si vous remettez l'électricité à son juste prix, vous restituez. Déjà, ça donnerait de l'air aux entreprises, évidemment. Voilà, vous permettez aux boulangers de ne pas tirer le rideau, à des tas d'entreprises de ne pas faire faillite, et vous redonnez tout de suite aux Français, ceux qui payent 400 € d'électricité et qui aujourd'hui ne se chauffent plus, c'est le doublement de la facture en 3 ou 4 ans, vous redonnez immédiatement du pouvoir d'achat, vous permettez aux gens de se chauffer. Je dis ça, même des gens qui ont, on va dire, des revenus assez confortables, aujourd'hui, la baissé, voire a coupé le chauffage dans une pièce. Enfin, on en est là. On aurait expliqué aux gens qu'il y aurait 25% de lits en moins dans les hôpitaux il y a 15 ou 20 ans, et que même les classes moyennes aisées seraient obligées de couper le chauffage, vous ne l'auriez pas cru. Vous m'auriez dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Les communistes ont pris le pouvoir, ou les écolos. Enfin, même sans les écolos, on arrive à peu près au même résultat. C'est-à-dire que les Français ne se chauffent plus, les Français ont des problèmes de fin de mois difficiles, et
malheureusement, c'est pas le gouvernement Bayrou qui va pouvoir revenir là-dessus. Vous imaginez Non. Bayrou, d'un seul coup, se dressant face aux Allemands en disant, bon, les amis, là, ça va bien, mais là, la tarification au gaz, on arrête. Non, c'est mort. C'est pas possible. C'est mort. C'est Le mort. gouvernement Bayrou face à l'Allemagne, ça ne pèse rien. Ouais. C'est là où on est dans l'impasse. On en reparlera bien sûr de tout ça avec vous, Philippe Béchade. Vous, toi, on se connaît, donc je te tutoie, mais on peut faire les deux. Un mot de la fin. Est-ce que tu penses que le gouvernement Bayrou peut durer malgré tout, compte tenu de maintenant l'idée de discuter sur la réforme des retraites qui est donné un petit bout de gras comme ça au PS sur le long terme? Est-ce que ça suffit? Une petite touche de retaillot pour neutraliser les velléités de censure côté RN, une réforme des retraites qu'on remet sur l'établi pour calmer les socialistes, parce que c'est là que ça drague. Évidemment, c'est pas du côté de LFI. Là, on sait que de toute façon, ça sera la censure. Donc là, il y a évidemment de la tambouille politique, et aussi incroyable que cela puisse paraître, à avoir au gouvernement Aurore Berger, Emmanuel Valls et Elisabeth Borne, Madame 49.3. Amélie de Montchalin quand même, qui s'était fait virer. Leader, parce que voilà, il en manquait. Il en manquait. Non, mais ce gouvernement, on donnait pas cher. Et finalement, en faisant ce qu'on sait faire de pire en matière de tambouille politique, ça va peut-être marcher. Ce qui est extraordinaire, c'est que en France, on est vraiment bon que dans le summum de l'absurde et le summum de la trahison du vote des électeurs. Parce que ce gouvernement est une trahison absolue du vote des électeurs français, comme on peut se retrouver avec un Benjamin Haddad, un Jean-Noël Barrot et des gens qui sont véritablement des agents américains au sein du gouvernement. Les Français ont voté contre ça. Alors Elisabeth Borne, vous vous rappelez de comment elle a été maintenue en vie par LFI. Non, mais c'est hallucinant, et pourtant, c'est ce pire gouvernement, le plus opposé au vote des Français, qui va peut-être survivre. Enfin, je m'en étrangle presque de le dire, mais c'est dingue. C'est ce que je vois. C'est la magie Bayrou, c'est dingue. C'est cette tambouille, ce gruau tiède qui va tenir, quoi. Le pays est foutu. Non, tu dis que non, en fait. Non, le pays va bien, en fait. C'est la classe politique qui est foutue. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? La classe polique, à un moment, il va y avoir peut-être pas le grand coup de balai comme on va le faire. À quoi on assiste dans d'autres pays. Mais je reste convaincu que le contribuable que je suis, que nous sommes, on va vraiment souffrir au cours des prochains mois. Et l'entrepreneur que je suis dans l'âme, si mon fils vient me voir en me disant j'ai besoin de 30-40 000 euros pour démarrer un truc, je ne vais pas forcément lui conseiller de le faire en France. Ouais. Voilà. Ça, c'est clair. Dans les circonstances actuelles, parce que en imaginant même que malgré tous les obstacles, la difficulté conjoncturelle qu'on va avoir dans le pays, en imaginant même qu'il réussisse, de toute façon, ce qu'il attend à la fin, c'est la confiscation de sa réussite. 45% qui partent pour payer des inutiles comme Bayrou, Larcher, etc. C'est vrai que c'est impressionnant. La France, on a un vrai grave problème. Moi, j'espère qu'on va réussir le coup de balai. C'est pour ça que j'ai lancé, je suis en train de créer l'Alliance populaire pour essayer de coaliser un peu tout ce qui fait démocratie directe et au-delà pour les municipales, parce que, tu le disais, c'est les mairies qui se retrouvent à éponger les conneries de l'État jacobin et derrière s'attaquer, bien sûr, à ça, sans les médias mainstream. Ça paraît un Everest insurmontable, mais je pense que c'est nécessaire. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Tu nous rejoindrais, toi, dans l'Alliance populaire? Oui.
Ah bah voilà. Oui. Un Alors de moi, plus. mon obédience politique, c'est la désabusitude totale. Donc ça va. Voilà. Je ne suis pas de droite ni de gauche, bien au contraire, encore moins d'extrême centre. Ah bah parfait. Mais effectivement, pourquoi pas? Et moi, j'ai des questionnements. J'imagine que tu as les mêmes, que ceux qui nous écoutent ont les mêmes. Mais comment se fait-il Ouais. que depuis l'an 2000, on a vu émerger en Europe ou en France aucun champion, aucune entreprise qui serait passée du statut de licorne, 1 milliard de valorisation boursière, à Ouais. 1000 milliards de valorisation boursière, alors qu'aux États-Unis, c'est absolument fantastique le nombre de boîtes qui, en l'espace de 20 ans, sont passées de rien à un statut de ce qu'on appelle les fantastiques aux États-Unis, hein, boîte à plus de 1000 milliards de capitalisation. Et l'Europe, il n'en est émergé aucune. Rien. Et la première capitalisation, c'est Novo Nordisk qui permet de traiter alors les diabétiques et maintenant l'obésité. Vous parlez d'un projet d'avenir. Parce que voilà, on va avoir de plus en plus de gros et de malades. C'est l'entreprise qui symbolise la réussite en Europe. Première Ouais. capitalisation. Voilà. Bon, alors moi derrière, j'aurais plutôt tendance à miser sur ASML, etc. Mais en fait, l'Europe stérilise totalement toute initiative d'ampleur. Et puis de toute façon, l'Europe, elle combat les monopoles. Donc, un Apple, un Amazon, C'est vrai. un Facebook, un Meta en France, c'est pas possible. Pourquoi? Alors, Parce elle que combat les monopoles européens, mais finalement, c'est les monopoles US qui emportent le marché. Moi, il y avait un chiffre qui m'avait choqué à l'époque quand je travaillais parce que j'ai bossé pour une agence de la Commission européenne, hein, dans une vie avant. Google, par exemple, le moteur de recherche, avait 99,9% du marché en Europe, mais aux États-Unis, ils n'avaient que 60% du marché. Donc c'est tellement facile en fait pour les grosses boîtes américaines d'arriver en Europe. Il suffit d'avoir des avocats à Bruxelles, de faire le lobbying qu'il faut et tout s'ouvre. Vous n'avez aucun problème. Par contre, si vous êtes une boîte française et que Ouais. vous voulez faire un effort, alors non, il faut une concurrence libre et non faussée. Et en gros, tu rentres et tu vas te faire financer aux États-Unis si tu as un peu de chance. C'est scandaleux. Mais les tarifs de l'électricité en sont l'illustration. On avait un vrai Ouais. champion qui avait les capacités d'un champion qui était EDF et qui n'avait pas de vrai rival parce que c'est pas l'électricité éolienne et photovoltaïque allemande qui pouvaient concurrencer EDF s'il s'agissait de fournir l'industrie allemande, hein, puisque l'industrie allemande, elle tourne jour et nuit, donc quand il n'y a plus le photovoltaïque, il faut mettre quelque chose. Donc EDF avait un statut de champion et on lui a inventé des concurrents qui sont des gens qui produisent juste Profiteurs, des hein. factures d'électricité. Ouais, Et on c'est a fait dingue. Ça, c'est doubler, fou. tripler le prix de l'électricité qu'on continue de produire, nous, Bien à sûr, mais comme on l'équivalent de... a scindé EDF-GDF alors qu'on avait un champion énergéticien global, mais parce que l'Europe l'a demandé, on a flingué encore une fois un avantage comparatif. Oui. Et là, l'Europe qui s'attaque aux barrages hydroélectriques, hein, il faudrait absolument vendre aussi les barrages hydroélectriques à la concurrence. C'est dingue. Quand est-ce qu'on dit stop en fait? Moi, j'en peux plus de ces conneries. Et en détruire certains parce que oui, ça, c'est mauvais pour les ça a poissons. inondé une zone dans laquelle il y avait une petite fleur à 4 pétales qu'on retrouve. C'est important la biodiversité, mais bon, on la retrouve ailleurs. Comme aux États-Unis, les rejets d'eau là en Californie, pour permettre à une variété de petites salamandres d'évoluer dans une eau un peu moins saline, sans quoi elle pourrait disparaître. Bon, Pacific Palisades a disparu, la moitié de Los Angeles, mais bon, on a sauvé la petite créature fragile. C'est juste incroyable. Mais là, en ce qui concerne EDF, on l'a démantelé, mais on a fait pire encore. C'était un ensemble qui fonctionnait grâce aux turbines Arabelle d'Alstom. Ouais. Et Alstom, qui vendu aux États-Unis. La maintenance des centrales, a été vendu à son pire concurrent, son pire rival, c'est-à-dire Westinghouse. Là encore, une décision politique. Parce qu'il ne fallait pas qu'en Europe, on ait un géant intégré qui, en plus de ça, faisait enrager les Allemands. Parce que les Allemands, ils en avaient lourd contre EDF. Alors, bien sûr, clairement. Tous les journalistes allemands, bon, je le répète, ce sondage, 52% des journalistes allemands se disent de sensibilité
écologistes. Donc vous avez eu des campagnes de presse de diffamation, des articles fallacieux publiés dans Der Spiegel et dans le Bild. Ça a été reconnu d'ailleurs par certains journalistes. On a publié des trucs qui étaient du fake intégral, mais pour complaire aux écolos, à certains lobbies. Donc, ce que je décris là aussi, c'est une forme de corruption et de corruption par l'imbécilité en plus. C'est ça qui est logique. C'est encore la corruption aboutissait à ce qu'on avantage l'un à la place de l'autre, mais là, on a une corruption qui aboutit à affaiblir tous les acteurs qui pourraient se poser en vrais rivaux des entreprises américaines. Ça, on en reparlera évidemment de ce suicide organisé ou de l'incapacité organisée des pays européens, des champions européens, parce que c'est le vrai problème aujourd'hui. Sinon, on n'aurait pas ce débat sur la censure de X. On aurait un réseau, une plateforme européenne qui suffirait. Et c'est pas le cas. Donc, un vrai problème. Merci beaucoup, Philippe Béchat, d'avoir été avec nous ce matin pour aborder tous ces sujets qui étaient nombreux. On se reparlera évidemment au cours de l'année. Ce n'est que le 13 janvier aujourd'hui, donc il y aura beaucoup à dire. Bonne journée et à bientôt. Merci Philippe. À bientôt. Bientôt.